Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal. Pour moi, ce n'est même plus un film, c'est un culte. Il y a un vrai culte autour des tontons. Hein. Il y a un vrai culte. C'est un miracle, ce film. C'est une boîte, tu jettes des pépites d'or, ça explose. De temps en temps, le cinéma, ça donne un feu d'artifice incroyable. Et des films qui restent. On est dans le patrimoine absolu, là. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Bernard Blier. Il fallait l'inventer s'il n'y avait pas Bernard, vous savez. Comme le pape, il y en a un seul, et lui, c'est le même. Immense, un géant. Il est irremplaçable. Pourquoi il communique du plaisir? Parce qu'il en prend lui-même. Les volets rouges et la tourlière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Papa est revenu du studio de Boulogne et il a réveillé ma mère en disant « On vient de tourner la scène du siècle ». Dans la fameuse scène de la cuisine, est-ce qu'ils étaient bourrés? Non. Il n'y a pas eu un verre d'alcool de bu pendant toute cette scène. Je peux vous le garantir. Au départ, les tontons flingueurs étaient plutôt mal engagés. Au début de l'année 1963, pas grand monde ne misait sur ce pastiche de polar, un genre inédit à l'époque. Le directeur des productions de chez Gaumont a dit « Vous savez, on n'y croit pas, on a déjà engagé des frais, donc on va le faire. Mais si ce n'était que moi, je ne le ferais pas. » C'était vraiment un pari immense, parce que personne n'aurait parié en dessous sur nous. Il croyait à un film, il le faisait du mieux possible. Ils prenaient au sérieux leur travail, mais ils ne se prenaient pas au sérieux. L'esprit du film, c'était une rigolade ensemble. On s'amusait beaucoup, énormément. Chacun de nous regardait l'autre, puis tout à coup, on dit que tu as mal joué. Arrête-toi, espèce de con. Et c'est ça qui fait la force des tontons flingueurs. C'est cette tendresse, cette amitié, cet humour qui traverse l'écran et qui touche le spectateur. Et ce qui touche le public, ce sont ces dialogues fleuris, signés Michel Audiard. Des répliques cousues main qui sonnent juste dans la bouche de Bernard Blier. Mon père avait les qualités du grand acteur classique au service d'un truc écrit par Michel Audiard, très populaire. Donc le mélange des deux fait que les dialogues d'Audiard sortent avec la qualité de Racine. Et ça, c'est à mourir. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. C'est vrai que c'était fait sur mesure. Donc c'était facile de s'habiller avec ça. Mais il savait le porter comme personne. Audiard savait que pour Blier, il fallait des répliques relativement longues, assez hachées, avec beaucoup de munitions qui partaient. C'était pas une flèche, c'était... Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Il apporte une folie supplémentaire. Et il apporte cette notion qui est propre à Bernard Blier, cette lâcheté courageuse. Il joue les feux d'herbe comme personne dans le cinéma français. C'est ce qui joue le mieux, Bernard. Il avait une crédibilité qui faisait que le public s'identifiait à lui, parce qu'il jouait des rôles, j'allais dire, à la portée du grand public. Michel Audiard, vous êtes analphabète. L'association Blier-Audiard, qui existait bien avant les Tontons Flingueurs, va se poursuivre dans une vingtaine de films. Au-delà de la collaboration artistique, c'est une amitié sincère qui unit les deux hommes. Une camaraderie que l'acteur et le dialoguiste n'hésitent pas à mettre en scène à la télévision dans cette parodie d'interview. Bernard Blier, mais pas de physique. Non. Pas de voix. Non. Je n'ai pas de cheveux, d'ailleurs. Non, pas de cheveux. Non. Pas de prestance. Ça m'arrive, mais enfin, j'en ai pas beaucoup. Ils avaient une complicité terrible. En bon français, ça s'appelle déconner, hein, c'est à fond. Et avec un sérieux parfait.
C'est terrible. Un pince sans rire, il pouvait sortir des trucs énormes. Ils ont passé leur vie à se côtoyer et à se lancer des vannes. C'était quand même les rois de la vanne tous les deux. Alors comment expliquez-vous, étant donné votre manque évident de capacité, que les metteurs en scène ne puissent absolument pas se passer de vous? Ben ça, c'est parce que les metteurs en scène, d'abord, n'ont pas d'imagination, et qu'ensuite, l'expérience m'a démontré qu'ils avaient besoin de, finalement, ce qu'on appelait les acteurs. Parce que quand on voit ce que les auteurs et les metteurs en scène peuvent commettre comme dialogue, comme histoire, comme ânerie, il faut bien qu'il y ait des spécialistes pour les faire passer. C'était exceptionnel, la façon de parler de Michel et de Bernard. Puis entre eux, ils parlaient comme ça aussi. Ils n'arrêtaient pas de rire. Ce qui plaît aussi beaucoup à Audiard, c'est que, un peu comme Gabin, Blier, il a une langue. Il a une langue à lui, il a une langue riche. Il a un sens de la propos que Audiard va récupérer. D'après vous, on vole les mots aux acteurs? Ah oui. Ah oui, je connais énormément de dialoguistes et d'auteurs. Pas de nom? Pas de nom, oui, mais enfin, tout le monde n'a qu'à suivre mon regard bien franc. Il y a des phrases qu'on attribue à Audiard qui sont en fait des phrases qui ont été prononcées par Blier. Et il y a une espèce de confusion là-dedans qui est incroyable. Et du coup, forcément, ça crève l'écran. Il y a 60 ans que vous tournez. Beaucoup plus. J'ai tourné avant Méliès. Et vous pensez que cette escroquerie va se prolonger indéfiniment? Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Maintenant, les gens ne peuvent plus se passer de moi. Donc on vous reverra? Oh oui. Oh oui. Dans n'importe quoi? Dans n'importe quoi. Donc on va se retrouver? Dans un film de Michel Audiard. Là, voilà. Voilà. C'est une figure familière pour tous les Français. Un regard expressif, une bouille ronde, une voix grave, une nature généreuse et un caractère entier. Bref, une gueule de cinéma. Avec 180 films et une trentaine de pièces de théâtre, Bernard Blier s'est taillé une place solide et singulière dans le paysage artistique. Le premier des seconds rôles, capable de tout jouer, les cocus, les roublards, les cyniques ou les braves types. Derrière l'acteur se cache en fait un homme composite, une personnalité façon puzzle. Expression signée de son ami Michel Audiard, finalement plus angoissé qu'il n'y paraît, plus noir qu'on ne le penserait. Et pour raconter cette histoire, ce parcours, remontons le fil du temps d'abord avec Bernard Blier lui-même, qui nous invite à découvrir l'origine de sa vocation de comédien. J'ai été comédien parce que j'étais menteur. Je suis toujours menteur, naturellement. Étant enfant, j'étais le plus grand menteur que j'ai connu. Je faisais n'importe quoi, j'inventais des histoires abracadabrantes simplement pour voir le résultat. En novembre 1937, Bernard Blier a 21 ans. Il arpente les couloirs du Conservatoire national d'art dramatique. Après 2 tentatives sans succès, il vient enfin de réussir le concours d'entrée. C'était quelque chose de vital, c'était un diplôme, c'était une école officielle, c'était très important, je pense, pour lui. Le conservatoire avait un énorme prestige, il y avait des grands professeurs. Les jeunes gens le savaient et avaient envie d'aller se frotter à ces profs-là, quoi. Si vous en sortiez avec un prix, vous entriez à la Comédie Française. Et la Comédie Française, à l'époque, c'était la meilleure troupe de théâtre de France. Pour Bernard Blier, ce rêve est né 9 ans plus tôt, à l'issue d'une représentation dans le temple du théâtre classique. Un vœu aussitôt exprimé. Quand il a annoncé à son père qu'il voulait être acteur, Jules Blier a fait la tête et s'est enfermé dans son bureau pendant 2 jours. Et il lui a dit « Tu mangeras quand tu auras changé d'avis ». Mais face à la détermination de son fils, c'est finalement Jules Blier qui va changer d'avis. Au bout de 2 jours, Jules est sorti de son bureau et il a emmené son fils rencontrer un ami qui était comédien à la Comédie Française. Il lui a fait réciter un petit texte, probablement une fable de La Fontaine. Et puis voilà, il a dû l'encourager et puis ensuite, ça s'est fait tout seul. Ses parents veulent bien qu'il fasse un métier qui n'entre pas dans la norme, mais en revanche, il faut qu'il y ait du solide derrière.
Donc le conservatoire, c'est rassurant pour les parents. Pour être à la hauteur de leur confiance, l'apprenti comédien va devoir faire ses preuves dans la classe d'un professeur qu'il redoute autant qu'il admire. Il s'appelle Louis Jouvet, c'est une légende du théâtre. Jouvet, d'abord c'est la passion absolue de ce métier, c'est-à-dire travailler l'exigence, le respect de l'auteur, le respect du metteur en scène, une très grande rigueur mêlée à une joie de travailler. Pour mon père, c'était Dieu. Bernard Blier devient rapidement l'élève préféré de ce mentor qui l'encourage à multiplier les petits rôles, au théâtre comme au cinéma. Quelqu'un comme Jouvet dise implicitement à Blier « Tu es un acteur, tu es un comédien, et je ferai tout pour t'aider. Intérieurement, vous êtes fort. » Entre deux cours, Bernard Blier passe donc ses journées à courir le cachet dans les studios de cinéma de Boulogne-Billancourt. Il me disait que j'allais au bar, et puis j'attendais, il y avait des assistants qui passaient, qui me disaient « Bernard, t'es libre, tu peux me faire un plan vers 15 h. Puis après, il y avait un autre assistant qui venait, il disait « À 17h30, tu serais libre parce qu'on a un flic que tu pourrais faire, etc. » Donc il tournait 3-4 films dans la journée. J'ai toujours connu comme ça, il travaillait tout le temps. C'était très rare qu'il se repose. C'était un travailleur incroyable. En multipliant les expériences, Bernard Blier transgresse une règle sacrée du conservatoire. L'interdiction d'apparaître sur scène et dans des films sans autorisation de la direction. C'était une forte tête. Il faisait quand même un petit peu ce qu'il voulait. Hein. Il avait envie de travailler, il avait envie de tourner, il tournait, il ne s'occupait pas trop des autorisations. Ce qui lui a valu d'être pris en grippe comme vraiment l'élève rebelle qui ne voulait pas se plier à la discipline. Un élève qui pense sans doute que son talent excusera sa désobéissance. C'est donc en toute confiance qu'il se présente au concours de sortie du conservatoire, 2 ans après son entrée. Il espère alors décrocher le premier prix. Bernard Blier présente 2 extraits de pièces d'Alexandre Dumas et de Molière. Après 10 minutes sur scène, le public composé d'élèves et de professeurs lui réserve un triomphe. Le jury se retire pour délibérer. Tout le monde est confiant, tout le monde lui dit « tu vas l'avoir ». Tout le monde lui dit « tu vas l'avoir, t'as aucun doute ». Il est sorti à poil, quoi, comme on dit. Il a été recalé, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun prix. On le méprise, on le rabaisse, et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu pendant des années. Ils lui ont vraiment fait payer à ce moment-là son indiscipline, entre guillemets, c'est-à-dire que le fait qu'il a été joué beaucoup dehors et qu'il n'a pas un grand respect pour l'institution du conservatoire. Dans le métier d'acteur, il y a un truc qui est incontournable, c'est le talent. Et un acteur qui a du talent, il le sait qu'il a du talent. Il savait ce qu'il valait. Et là, l'injustice était flagrante. Dans la salle, ses camarades, dont certains ont été primés, crient également à l'injustice. Ils ont tous été sidérés que Bernard soit recalé, quoi. Ils sont tous venus pour le réconforter. Il était désespéré. Il était tellement amoureux de son métier. Bernard Blier va être porté en triomphe par ses camarades qui vont le considérer comme le héros de la journée, alors que concrètement, il n'a rien. C'est un paradoxe total. Je considère que rien n'est plus sot que les concours du conservatoire, c'est complètement idiot. Prouver qu'on a travaillé pendant 4 ans, en 10 minutes, avec une scène truquée, avec des fausses répliques, avec des procédés qui relèvent plus du maquignonnage que de l'art dramatique, c'est aussi imbécile que de pêcher en eau trouble. Ça n'a aucun rapport avec le métier d'acteur. Contre toute attente, le comédien n'est pas pénalisé par son échec au conservatoire. À l'été 1939, il tourne dans un film de guerre, Tourelle 3, sans imaginer que la fiction va bientôt se mêler à la réalité. Car 2 mois plus tard, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Il y a eu une mobilisation générale et puis il y est passé, quoi. Donc il a dû faire ses classes parce qu'il n'avait pas fait son service. C'est une déception terrible. Enfin, là, c'est l'arrêt de tout ce qui est en train de démarrer.
Le jeune homme de 23 ans devient fantassin dans un régiment d'infanterie. Il est expédié quelques mois plus tard dans l'est de la France, sur la ligne Maginot. Commence dès lors une interminable attente. Sur la ligne Maginot, il ne se passait rien, puisque c'était prévu pour qu'il ne se passe rien, c'était inattaquable. Donc il devait s'emmerder énormément. La seule chose qui l'intéresse réellement, c'est de jouer la comédie. Donc la guerre, c'est particulièrement incompréhensible et ennuyeux pour lui. Après 9 mois d'une drôle de guerre, l'Allemagne finit par envahir la France en mai 1940. Et là, il s'est fait gauler, comme tous les gens qui étaient sur la ligne Maginot, par derrière, par les Allemands qui sont arrivés par la Belgique. Ils n'ont pas pu se défendre. Ils se sont fait cueillir sans bagarre, sans rien. Parce qu'ils avaient un canon qui ne rentrait pas dans le blocos. Bernard Blier est fait prisonnier. Entassé dans un train avec d'autres combattants français, il est conduit en Autriche, à une vingtaine de kilomètres de Vienne. C'est ici qu'il est interné dans un camp réservé aux soldats, le Stalag 17A. Il s'est retrouvé dans des baraquements où ils étaient à peu près 800. Ils n'avaient plus leurs vêtements, ils n'avaient plus leurs effets personnels, ils mangeaient très très peu. Il a perdu 27 kilos en quelques semaines. Il m'a toujours dit, je ne veux pas te parler de cette période, c'est trop dégueulasse. C'était quand même la violence, les coups, le froid. Ça n'a pas dû être facile. Je sais qu'il s'est évadé plusieurs fois. Il s'est fait casser les dents à coups de crosse de fusil. Malgré ces conditions difficiles, Bernard Blier ne sombre pas. C'est ce qu'il confie à son mentor, Louis Jouvet, dans une carte écrite en captivité. Dans ce courrier inédit, il raconte « Je vais bien maintenant. Je fais partie d'une troupe théâtrale. Après avoir eu le moral à zéro, quand j'étais au travail, je suis maintenant très gonflé. J'espère bientôt rentrer. » Après 2 tentatives ratées, Bernard Blier a toujours le projet de s'évader. Cette fois-ci, il a l'idée de se faire passer pour un infirmier, car le personnel médical peut bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de rapatriement. Il avait un copain qui lui avait appris comment on fabriquait les faux papiers, avec une pomme de terre, coupée par le milieu, et dont on se sert comme d'un tampon. Et on a une Ausweis ou un papier allemand ou français qui ressemble un peu à quelque chose de vrai. Il a montré ça aux Allemands en disant « M'attends, vous savez, le nombre de blessés, on a m'attend dans un hôpital à Paris », puis ils l'ont envoyé. Bernard Blier arrive finalement à Paris au printemps 1941. Sa seule préoccupation à présent est de retrouver les siens. Sa femme Gisèle et leur fils Bertrand, qu'il a quitté 1 an et demi auparavant pour partir à la guerre. Il est arrivé devant l'appartement qui était censé être le sien. Sa femme l'attendait avec un petit garçon de je ne sais pas l'âge que j'avais, 3 ans. C'est un choc quand même. Ce père de famille, ému par les retrouvailles, est pourtant dans une situation très délicate. Évadé du Stalag avec ses faux papiers, il est un déserteur dans le Paris occupé par les Allemands, c'est-à-dire un clandestin. Moi, je me souviens d'un homme qui avait très peur. Et il avait peur d'être coffré, d'être attrapé par les Allemands ou par la police française, enfin, il y avait les deux. On habitait un 6e étage dans un immeuble. Il y avait un ascenseur, et à chaque fois que cet ascenseur se mettait en marche, c'était des ascenseurs qui avaient un petit bruit quand même à l'époque. Mon père mettait son imperméable. Parce qu'il se disait, ils viennent pour moi. Et là, il avait peur. Je le voyais trembler, et pour un enfant, j'étais petit, mais rien n'est plus perceptible que la peur. Et surtout la peur du papa. Et si on ne sonnait pas, il enlevait son imperméable, et il reprenait une vie normale. Mais ça, tous les jours.
Malgré l'angoisse d'être arrêté par les Allemands, Bernard Blier doit nourrir sa famille et prendre un risque, celui d'exercer son métier d'acteur et donc de s'exposer. Il est obligé de repartir à zéro, c'est quelque chose de très dur. Mais comment se faire connaître pour un acteur sans se montrer? C'était un jeune acteur qui n'avait pas percé. Donc, à l'époque, il y avait de l'entraide. Il y avait des metteurs en scène qui engageaient des gens comme mon père pour leur faire gagner un peu d'argent. Très modestement, quelques semaines après son retour, Bernard Blier joue un piéton distrait dans un petit film humoristique de la prévention routière. Regardez-moi celui-là. Gardez-le. Qu'il faut mieux de 6 points d'un peu plus tôt, hein, que ça vienne avancer si tu te planquais la figure par terre, hein. Dis-y merci au moins, alors. C'est bien ça, hein. Tout à l'heure, t'étais pressé de monter, maintenant, voilà que tu veux descendre avant l'arrêt. Et prends garde, fais-moi, tu vas te faire accrocher. Blier se démène pour décrocher des contrats partout. Il fait feu de tout bois. Si on lui propose de faire un faux un simili-documentaire sur les piétons, il le fait. Si on lui propose un rôle de théâtre, il le fait. Là, il choisit pas. Il prend ce qu'on lui donne. Et il pouvait faire que des petits rôles comme ça, vite fait, dans des films discrets, avec un chapeau si possible. L'acteur clandestin, qui redoute tant une arrestation, va même jusqu'à jouer une scène en pleine rue, avec un faux policier. Allons, ne traverse pas comme ça n'importe où, voyons. Regardez-moi ça. Gros malin, tu croyais gagner quelques secondes. Eh ben, ça te coûte 15 francs et t'as perdu un bon quart d'heure. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un film qui est tourné dans Paris, en extérieur, dans des lieux publics, dans des endroits où il est vraiment au vu de tout le monde. Il se mettait en danger, quoi. S'il se fait arrêter par une police quelconque, il est fini. Trois ans plus tard, en août 1944, c'est enfin la libération. Les gens ont envie de tirer un trait définitif sur cette période sombre et du coup, ils vont aller comme jamais au cinéma, ils vont aller comme jamais au théâtre et du coup, là, il va commencer à vivre des expériences extraordinaires en tant qu'acteur. Je suis frissonnant. Partons sur. Partons sur le champ. Et le premier rôle qui lui donne une plus grande notoriété, Bernard Blier le doit au réalisateur Henri-Georges Clouzot. En 1947, il est à l'affiche de Quai des Orfèvres. Ma Jenny, je t'en prie. Tiens-toi un peu. À quoi qui tu en as? Léo montrait une chanson formidable. Il te l'a montré avec les gestes. Bernard Blier a été très longtemps le brave type et voire même le cocu de service. C'était le brave mari, rondouillard, gentil, très prévenant. Quelle mentalité! Oh, couillon! Tu ne sais pas qu'à Marseille, on chante avec les mains? Oui, c'est pas une raison pour flatter les cuisses de ma femme. Il incarne le bon sens, la fragilité du français moyen, qui n'est pas un séducteur, mais qui n'empêche quand même amoureux de sa femme, et qui se fait mener en bateau un petit peu par elle. Tu battais la mesure. Oh, dis ma belle, laisse-le dire. Penser que ce produquet peut être jaloux d'un vieux museau comme le mien, c'est flatteur. C'est impressionnant d'imbécilité, mais c'est flatteur. D'abord, je suis pas jaloux. Alors tu me fais un affront. Il avait ce côté populaire immédiatement sympathique. Ça contribue énormément à l'empathie qu'il arrive à créer avec les spectateurs. C'est-à-dire que les gens se reconnaissent en lui. Il a toujours été naturel. L'avantage de faire des films comme Quai des Orfèvres, c'est comme les films marchent, vous attirez l'attention de la profession et du public sur vous. Donc votre nom, j'allais dire, grandit un petit peu au générique et grimpe assez vite sur l'affiche. Et alors, qu'est-ce qu'il veut, ce polichinelle? Il veut travailler, pardi. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Retourne à ta commode et fiche-nous la paix. Avec Quai des Orfèvres, Bernard Blier a donc gagné ses galons d'acteur à part entière. Il est devenu, en ce début des années 50, l'un des comédiens français les plus appréciés du public. Les projets s'enchaînent et pour apprendre ses textes et façonner ses rôles de cinéma et de théâtre, il peut compter sur un partenaire de choix, un tout jeune partenaire. Je rentrais de l'école, il me disait « Dépêche-toi de goûter parce qu'on a du travail ». Alors je mangeais une tartine et puis j'allais dans le bureau. Il me faisait asseoir à son bureau avec la brochure
Et lui, il marchait de long en large, souvent en peignoir de bain d'ailleurs. On va reprendre hier, on a fait le 2, là, on va faire l'acte 3. Et il jouait son rôle et moi, je jouais tous les autres, c'est-à-dire le mari, la femme, le flic, la concierge. Mais je les jouais vraiment. Et il me disait, sois sévère, hein, attention aux virgules, hein, n'oublie pas les virgules. Et puis il y avait une tension dans son petit bureau, là où on était tous les deux. Et il y avait un climat très tendu quand même. Il fallait que je fasse très attention à ne pas me gourer, et lui aussi. Donc l'un surveillait l'autre. Et ça, c'était quasiment, c'était très fréquent. Il y a eu des périodes où c'était tous les jours. Ça m'a forcément façonné. En dehors de ces moments de répétition, Bertrand partage des moments plus ludiques avec son père. Juste au-dessus de leur appartement, les Blier père et fils ont bâti un monde secret, refuge de leur complicité. On avait des chambres de bonne qui ne servaient à rien, et qu'il a décidé d'en prendre une et d'y faire fabriquer un espace de train électrique. Mon père, je crois, avait une revanche à prendre avec les trains électriques qu'il n'avait pas eu quand il était jeune. Il avait dû rêver d'en avoir. Et donc, on s'est lancé là-dedans et mon père a commencé à acheter du matériel ferroviaire. Toute la chambre a été tapissée d'une table gigantesque. Et là-dessus, on a construit un réseau fantastique qui était entièrement télécommandé. Comme dans une vitrine pour Noël, Galerie Lafayette, quoi. Et il jouait avec moi. On était chacun à un bout d'une pièce et il me disait « Je t'envoie un express qui va arriver à 18h40 en gare de Lyon. Et tu me renvoies. » Enfin, on jouait comme ça, comme des acteurs, quoi. Il n'y avait que mon père et mon frère qui avaient le droit de toucher au train. Moi, je pouvais jouer. Il y avait des petites vaches en plastique ou des petits personnages dans une gare. Ça, j'avais le droit de toucher, mais c'est tout. Et il n'y a pas que dans cet espace de jeu que Brigitte se sent exclue. Pour moi, c'était le papa qui n'était jamais là. Et je lui en voulais de ne pas être là. J'ai très vite eu l'impression qu'on avait un peu le même caractère et qu'il ne savait pas trop comment s'y prendre avec moi. Il avait des difficultés avec le monde féminin. Et il n'a pas du tout été aussi sympathique avec ma sœur qu'avec moi. Puis ma sœur est née beaucoup plus tard. Donc elle n'a pas eu la chance que j'ai eue. C'était un petit peu le clan des garçons et le clan des femmes. Il m'a très vite mis au même étage que ma mère. Et ça a toujours été en s'aggravant. Avec son épouse Gisèle, les relations sont de plus en plus tendues. Ces deux personnalités très différentes, qui se sont rencontrées à l'âge de 16 ans, ont fini par former un couple désuni. Ma mère était une femme fragile, délicate. C'est vrai qu'elle n'était pas prédestinée à vivre avec un acteur de l'ampleur de mon père et de la truculence de mon père et des mensonges de mon père et des activités nocturnes de mon père. Elle était sportive, elle aimait la nature, elle aimait les animaux. Ça lui plaisait pas de s'habiller, d'aller chez le coiffeur pour aller faire une soirée mondaine avec mon père. C'était pas son truc. Ça lui plaisait pas. Alors évidemment, il y avait des disputes de plus en plus violentes. Il était violent, il était colérique. Il fallait se le coltiner, c'est-à-dire que c'était un individu avec une forte personnalité. On pouvait se laisser aller avec lui parfois, très bien. Il y avait des moments délicieux. Mais il y avait des moments où il fallait faire attention, quoi. Pas se faire flinguer. Si je me mêlais aux disputes, il disait « Je vais sortir avec mon fils et puis toi, tu gardes ta fille. » C'était comme ça. Il rentrait toujours très tardivement après le théâtre. Et il rentrait pas toujours en bon état. Et là, il terrorisait ma mère. Il y a eu de la violence psychique. Il y a eu de la torture. Mon père a torturé ma mère d'une manière tout à fait notoire. Chez mon père, il y a une grande part de noirceur que les gens ne connaissent pas, mais voient dans certains films quand il joue des crapules.
On voit qu'il y joue très bien. Il n'était pas tout en sucre. Il jouait les durs, il jouait les terreurs. Et je pense qu'il n'était pas du tout comme ça. Je pense qu'il était très malheureux. Pour échapper à cette vie conjugale tumultueuse, Bernard Blier consacre le plus clair de son temps à son métier. À l'automne 1957, il se trouve à Berlin-Est pour jouer un sinistre personnage. Il est Javert, dans une adaptation des Misérables. Les Misérables est tourné en Allemagne de l'Est pour des raisons économiques, parce que, effectivement, c'était des studios qui ont bénéficié de conditions formidables. Beaucoup de figurants, beaucoup de décors, beaucoup de costumes, beaucoup d'acteurs. Le monument du cinéma français de l'époque. Bernard Blier retrouve sur le plateau un complice avec qui il a déjà tourné 2 films, Jean Gabin. Un acteur de premier plan qui n'était pas très enthousiaste à l'idée de tourner en Allemagne de l'Est. Gabin disait à Blier, c'est une connerie d'aller là-bas. D'abord, il n'y a rien à manger, et puis il fait un froid de canard, et puis tous les Allemands, moi je ne sais pas parler la langue. Oh, qu'est-ce qu'on va se faire chier. Heureusement que tu es là, il lui dit, comme ça on va pouvoir faire des bêtises ensemble. À Berlin-Est, les conditions d'hébergement sont effectivement rudimentaires. Et cela va pousser les 2 compères à ruser pour améliorer leur dîner. On n'avait rien à manger, on n'avait pas de sucre, on ne pouvait même pas traverser la frontière parce qu'il y avait le rideau de fer. Eux, je ne sais pas comment ils s'arrangeaient, on ne sait pas comment ils passaient la frontière. Ils disparaissaient et ils revenaient. Et ils revenaient avec plein de trucs, vous savez, des corbeilles, des choses comme ça, des paquets. Je pense qu'ils donnaient de l'argent à quelqu'un de la douane. Parce que c'était presque tous les jours, hein, ce trafic. Bernard Blier, vous pouviez le lâcher dans le fin fond de Berlin, il vous ramenait de la nourriture. Il était très débrouillard pour ça, il avait le nez pour trouver les meilleures adresses. La première chose qui compte dans une journée, c'est manger. C'est qu'est-ce qu'on va manger ce midi et qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'était ce qui s'appelait des duels à la fourchette assez sérieux, quoi. C'est des trucs où il y en a un qui doit manger plus que les autres. C'était des mecs qui mangeaient beaucoup quand même. Hein. Ils s'étaient arrangé la vie pour se faire leur bonne chère. Ils se mettaient dans leur hôtel, ils buvaient leur whisky. Puis je dois dire qu'ils supportaient bien. Hein. J'ai été un des seuls acteurs français à avoir été en ménage avec Jean Gabin. Nous avions pris un appartement dans un hôtel avec un salon, 2 chambres, chacun la nôtre, bien sûr. Et on buvait le coup assez violemment, c'est-à-dire qu'on se tapait, avant le dîner, une bouteille de whisky, tous les 2. Ce qui n'est pas énorme. Et alors, chaque semaine, l'un de nous 2, ou Jean ou moi, était chargé des commissions. Et on disait, la semaine de Jean, c'était lui qui allait faire le marché, et je l'appelais Mademoiselle. Et quand c'était ma semaine de faire le marché, il m'appelait Madame. Que Gabin, qui est une énorme star et qui en même temps garde ses distances avec pas mal de gens, partage un appartement avec Blier, ça en dit long sur leur relation. C'est-à-dire que voilà, pour lui, ils sont à égalité, c'est son ami, voilà, il ferait pas ça avec n'importe qui. Hors plateau, les 2 acteurs sont donc liés par une amitié sincère. Mais quand il s'agit de donner la réplique devant les caméras, le patron, c'est Gabin. Peut-être qu'il faisait faire à Blier des choses que lui n'avait pas l'intention de faire, ou qu'il n'aimait pas, ou peut-être qu'il ne sentait pas. Il dit, moi, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas dire ça. C'est pas possible. Dis-le donc toi, va. Et l'autre disait, non, mais qu'est-ce que je suis de la poubelle? Après le triomphe des Misérables, ce duo va devenir indissociable. Gabin et Blier vont jouer 6 films en 5 ans. Parmi ceux-ci, un film dialogué par Michel Audiard, Archimède, le clochard. Je conseille à votre mari de prendre une police en votre faveur, madame. Un accident est vite arrivé, ma bichette. Il peut même arriver du jour au lendemain. Avec votre cirrhose. Ma cirrhose. Et qu'à vous regarder. Vous voir un peu ici dans la lumière? Gabin était tout puissant. Il avait compris qu'avec Blier, il avait en quelque sorte un clown blanc qui le mettait en valeur. Et c'est la raison pour laquelle il a lui-même encouragé, je pense,
tous les sujets où il pouvait avoir Blier comme partenaire. Et ouais. On peut être que le second de Gabin de toute façon, même si on est un génie, je veux dire. Gabin, c'était une telle personnalité qu'on ne pourrait jamais être premier avec Gabin. Faut pas tourner avec Gabin, alors. Oh, mon pauvre ami, vous devez avoir le foie comme une champignonnière. Je suis sûr qu'avec un stéthoscope, on les entendrait pousser vos granules. Je vous préviens que j'aime pas ce genre d'astuces. Ce que j'en dis, c'est pour l'avenir de Bichette. Ces astuces-là aussi, je les aime pas. La mort, c'est sérieux. C'est pas un sujet de plaisanterie. La mobilisation n'est pas la guerre, mon cher. Mon père aurait préféré être à la place de Gabin, hein, c'est sûr. À moi, il se confiait, il me disait, tu vois, je suis pas une vedette comme Gabin. Il pleurnichait pas, il était content de son sort, mais il pensait qu'il valait mieux. Il connaissait les limites que lui imposait son physique. Il savait qu'il n'avait pas cette puissance qui l'amenait en super tête d'affiche. Disons que c'était un second rôle de luxe. Et je trouve qu'on devrait arroser la dot de madame. Oui. Et pas avec du casse-pâte. Ah non. Non, avec du spécial. Mais oui. De la réserve au père Grégoire. Oui. Je pensais bien qu'il y aurait une occasion. La voilà. Le public raffole de ce duo. Pourtant, en 1961, Gabin et Blier vont prendre une décision. Je peux te faire écouter pousser mes granules, moi, tiens. Blier et Gabin ont jugé qu'on les avait vus trop souvent ensemble, que le public allait se lasser, que ce n'était pas Laurel et Hardy, mais qu'il y avait un côté systématique à leur confrontation, et que finalement, il fallait passer à autre chose, quoi. Laurel et Hardy aussi, ils ont décidé de se séparer à un moment donné. Hein. Et ce que devait chercher Blier, c'est d'être au-dessus du titre, quoi, voilà. Après cette séparation à l'écran, les deux hommes resteront très liés. Ils tourneront une dernière fois ensemble, 10 ans plus tard, dans le film Le Tueur. Pour l'heure, en cette année 1961, Bernard Blier a convaincu le réalisateur Georges Lautner de lui accorder enfin un premier rôle dans un film dramatique intitulé Le 7e juré. Ce film, c'est l'histoire d'un notable de province impliqué dans un meurtre. Et la personnalité du héros fait écho à la vie de Bernard Blier. C'est quelqu'un dont le couple commence à vaciller, il est de plus en plus absent de chez lui. Visiblement, ses enfants ont l'air de trouver qu'il devient un père assez absent, donc il ne sait plus où il en est lui-même. Ce personnage l'a intéressé parce que c'était un personnage dramatique, un vrai personnage dramatique, ce qui ne lui était pas trop souvent proposé. L'acteur a lui-même suggéré le décor de cette intrigue. Pontarlier, petite ville du Doubs, où il a l'habitude de passer ses vacances. Il s'y installe un matin d'hiver avec toute l'équipe du film. Pendant plusieurs semaines, il va loger à l'hôtel de la Terrasse. Je dirigeais l'hôtel et Bernard venait souvent me parler à la caisse. Il me faisait rire, il était très drôle, il me racontait plein de blagues. Alors j'aimais bien quand il arrivait qu'il me racontait ses blagues et tout. J'aime bien rire. Et il était cultivé, il était drôle, mais toujours très soigné, très attentif, très respectueux, très rigoureux. Ah oui, il avait beaucoup de qualités. Puis un beau jour, j'ai reçu un bouquet de fleurs. Il m'a dit, oh là là, c'est pas seulement de la rigolade à la caisse. Il me déclarait son amour. Pour séduire la jeune femme, l'acteur va également lui faire découvrir son univers. Il lui propose d'être figurante dans la scène du procès. J'étais ravie, puis j'avais jamais vu ça, c'était la première fois. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours, Bernard. J'ai toujours aimé cet acteur. Je le trouvais excellent, quoi. C'était merveilleux de le voir jouer. Sur le tournage, personne ne se doute de la relation amoureuse qui se noue en coulisses entre la jeune figurante et la vedette. Pas même le propre fils de Bernard Blier, assistant du réalisateur Georges Lautner. Je ne m'en suis pas rendu compte du tout. Mon père a été discret, mais c'est un acteur. Hein. Les acteurs, ça joue, même dans la vie. Personne n'a rien vu, rien dit, rien pensé. Sauf qu'on voyait Annette tous les soirs, c'est tout, en rentrant pour prendre notre clé. C'était totalement secret, parce qu'il fallait pas que ça se sache pour mes parents, quoi. Pour eux, c'était pas un bon parti pour moi. Il avait 20 ans de plus que moi. Il était encore marié, il avait 2 enfants. Donc ça faisait beaucoup de choses qui n'allaient pas.
les deux amants font tout pour cacher cette relation naissante. Et dans ce domaine, Bernard Blier ne manque pas d'imagination. De la réception, je descendais le rejoindre dans le garage, dans sa voiture. Je me mettais sous le siège et je me cachais jusqu'à la sortie de la ville où je remontais à côté de lui et puis on faisait des petites promenades, quoi. C'était merveilleux. D'un coup, il se remet à croire en l'amour, il a le cœur qui bat. C'est un jouvenceau, quoi. C'est quelqu'un qui redécouvre des émotions dont il ne pensait pas qu'il les redécouvrirait un jour. Les parents de la jeune femme finissent par deviner cette relation à laquelle il s'oppose fermement. Cela n'empêche en rien la poursuite de la liaison, une fois l'acteur rentré à Paris. Il jouait au théâtre le soir, il prenait sa voiture et il venait me retrouver, il repartait le matin pour aller tourner à Paris. Vous vous rendez compte? Oui, il était très amoureux. Oui. Il m'a dit, je ne peux pas me passer de toi, il faut qu'on se trouve une solution pour vivre ensemble. Mais je lui ai dit, mais t'es mariée, t'as vu le problème qu'il y a avec mes parents? Je ne sais pas ce qu'on va devenir, c'est pas possible. Bernard Blier ne laisse rien paraître de cette double vie en public. Le 13 avril 1962, il fête la sortie du 7e Juré, son 100e film. Moi, je suis très content d'avoir fait 100 films. Il y en a dont je peux me vanter, il y en a certains que j'aimerais mieux oublier, mais enfin, dans l'ensemble, il y en a eu des bons, quand même. Bon, ben, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait tout ce que vous désiriez faire quand vous avez débuté dans la carrière de comédien? Oh non, mon Dieu, nana, je suis pas saturé du tout. Je voudrais encore que ça continue. Il y a Faut le des tas de dire au choses. producteur. Il y a des tas de choses que je voudrais faire encore. Ce jour-là, le comédien affiche une bonne humeur de circonstance, mais en privé, l'homme est déstabilisé car ses proches viennent de le démasquer. Je l'ai appris par ma mère qui avait quand même du nez. Elle m'a dit tout de suite, ton père a une maîtresse. Mon père est obligé d'avouer. Et il se retrouve dans une situation de pré-divorce. Et il décide de se séparer. J'ai dit à ma mère, on vend l'appartement. Et on part en Suisse. Là, on est à la montagne, on est dans un climat qu'on aime, dans un pays qu'on aime. Et mon père est venu depuis Paris me voir, une fois. Je l'ai insulté, en bonne adolescente. Je l'ai traité de con. Et il est parti. Il a pris sa voiture, il est parti. Et je ne l'ai pas revu pendant 10 ans. À 50 ans, Bernard Blier a donc tourné une page. 1 an après sa rencontre avec Annette, les deux amants s'installent ensemble. Ils goûtent désormais au bonheur simple de la vie à deux. On aimait beaucoup vivre l'un pour l'autre. On avait les mêmes goûts. Je l'ai toujours connu très gentil, et adorable et attentionné. Ce sont ses amis qui m'ont dit « mais tu nous l'as transformé, c'est pas possible ». Il était de meilleure humeur, il allait mieux. J'ai le souvenir d'un homme qui allait bien et qui était dans des nouveaux appartements, etc. Qui jouait un peu, qui s'amusait. Annette lui a beaucoup apporté. Il était heureux quand elle était là. Il était heureux, il était très attentif à elle. Elle apaisait une part, peut-être une part douloureuse. Il y avait un élément, oui, structurant pour lui. Elle correspondait bien aussi au portrait de la femme telle qu'il la voyait. C'est-à-dire la femme qui a la cuisine, qui fait les courses, la femme au foyer, quoi. J'ai découvert beaucoup de choses assez tard. Le bonheur, surtout. Je crois que je suis jeune. Je suis jeune surtout parce que je suis heureux. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup moins jeune. En plus d'une vie personnelle épanouie, Bernard Blier a enfin réalisé la prophétie de son maître, Louis Jouvet. Son professeur au conservatoire lui avait en effet prédit qu'il percerait sur le tard autour de la cinquantaine. Ce succès n'empêche pas l'acteur de rester un éternel angoissé. Il a, depuis le début de sa carrière, une inquiétude qu'il ne quitte jamais, celle de ne plus tourner. Je suis allée acheter tout le matériel de peintre. Et il s'est mis à peindre.
Il restait dans un salon, il avait tout un coin à lui, ouais, c'était son atelier. Il s'est bien amusé avec son peinture. Mon père était doué pour tout sauf la peinture. Il me disait, si tu penses que c'est de la merde, dis-le moi. Enfin, on avait des relations comme ça. C'était pas terrible ce qu'il faisait. Il savait bien que c'était moche, moi aussi, mais il faisait ça pour passer le temps, voilà. Ça lui évitait de broyer du noir, c'est tout, quoi. Il était inquiet, dès que le téléphone sonnait plus, qu'il n'avait plus de projet, rien du tout. Et là, il n'était pas de bonne humeur. Depuis quelque temps, les propositions de rôle se font plus rares et moins intéressantes pour Bernard Blier. Lui qui tourne dans des comédies commerciales, sans qu'il est dépassé par un cinéma en pleine révolution, porté par de jeunes auteurs. La nouvelle vague était féroce, hein. Ça a été féroce. Pour les metteurs en scène et certains comédiens, Gabin, Audiard, tout ça, peut-être qu'on l'a catalogué un peu rapidement. Certains mettent Blier dans le même lot en disant « Oui, bah lui, c'est un copain Gabin, il est aussi ringard que lui, on ne veut pas travailler avec lui, et tout ça, trop cher, trop compliqué. » Donc lui a eu cette crainte de ne pas continuer. Malgré tout cela, un jeune réalisateur va penser à lui. Il va lui proposer un rôle dans son premier film, Le Distrait. C'est Pierre Richard qui, en ce début de l'année 1970, attend un appel de Bernard Blier. Allô, Bernard Blier. J'avais les jambes qui flageolaient. C'était tôt en plus, vers 8h15 du matin. Il m'a dit, voilà, j'ai lu le scénario, j'ai bien aimé. Je suis d'accord. Et on s'est dit 4 mots, au fond. Et moi qui étais inconnu au bataillon, j'étais terriblement impressionné parce que je le considérais comme un acteur, un des plus grands acteurs du cinéma français. Donc, le fait de dire oui à mon film, c'est une sorte d'acceptation de me parrainer. Quelques jours avant le tournage, c'est avec beaucoup d'appréhension que Pierre Richard s'apprête à diriger et à jouer avec un acteur qui a plus de 30 ans de métier. J'étais un peu terrorisé quand même. Moi, aller dire à Bernard, Bernard, s'il te plaît, on peut reprendre parce que là, tu manques un peu de... Vous voyez en train de donner des conseils d'acteur. Je m'appelle pas Jouvet. Je cherche Figuier, il est pas là? Non, monsieur le directeur. Ah, mon cher, suivez-moi. Dans cette scène, où l'employé fait face au patron d'une agence de publicité, Pierre Richard ne tarde pas à découvrir le caractère singulier de Bernard Blier. En arrivant, il est arrivé sa mine des mauvais jours. Et il me dit, Pierre, ça serait bien que j'ai un dossier dans les mains. Je lui dis, ben, Bernard, il n'y a pas de problème. Quand il ne sait pas son texte, il demande un dossier, puis il met le texte dans le dossier. Voilà, il s'agit d'une mission tout à fait délicate et urgente, c'est pourquoi je vous la confie à vous. Vous irez ce soir à 20h chez Gastier pour lui faire signer un contrat important. Il a commencé à marcher, au bout de 3 pas, il a eu un trou. Et il a jeté un œil sur le dossier, où il y avait le texte. Alors j'ai dit, coupé, j'ai dit, excuse-moi, il me dit, il y a eu un bruit. Alors je dis, ah bon? Il dit, oui, il n'était pas là, le figurant. Je dis, si. Non, il n'est pas là. Il n'était pas là, et puis là, il était là, ça m'a troublé. Je dis, bon, s'il vous plaît, monsieur, vous restez à l'intérieur du bureau. Allez, moteur. Je m'excuse de l'heure tardive, mais Gastier part demain matin très tôt pour New York. Il a un trou. Coupé. Mais il me dit, pourquoi t'as coupé? Je dis, j'ai coupé parce que t'as eu un trou. C'est pas un trou, c'est un blanc. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je dise tout le texte comme ça, sans virgule, sans point, sans rien? Je dis, non, Bernard. Bon, bah alors, hein. Allez, moteur. Voilà, il s'agit d'un produit dont Gastier tient essentiellement à ne pas ébruiter la fabrication. Les pentis fluorescents. Vous trouverez le dossier sur mon bureau. Hein. Merci, je compte sur vous. On a fait 18 prises comme ça. Tout y est passé. Et là-dessus, après, il vient me voir, et puis emmerdé quand même. Mais jamais Bernard le dira qu'il est emmerdé. Il m'a dit, excuse-moi, mais ce matin, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que c'était l'anniversaire de la mort de mon père, alors ça m'a... Je dis, Bernard, je comprends tout à fait. Il s'en va, et l'assistant vient vers moi, il me dit, la mort de son père, c'était la semaine dernière. C'est un génie. C'est un génie de la mauvaise foi, c'est un génie de... bon, j'en ai connu d'autres dans la mauvaise foi. Plus l'acteur est grand, plus il est de mauvaise foi. C'est vous dire que lui, il atteint les sommets, quand même. Entrez. Approchez. Il a un regard qui peut être d'une méchanceté incroyable. Ses joues tremblotent de colère. Il s'est bajoue comme ça. On se dit, oulala, il va pas être content. Partez les pieds devant avec les chaussures Fernand.
Je continue. Il joue les Foderge comme personne dans le cinéma français. Il est avec un grand sourire, et plus il sourit, plus il est dangereux. Dites-le avec des fleurs. J'ai un mur devant moi, une espèce de mur en béton armé dans lequel je me cogne. Il incarne cette, je ne dis pas le nouveau Gabin, mais ce granit indispensable à certains films comiques. Il y a souvent ça dans les films comiques, vous savez, la masse. C'est un très bon duo parce qu'il y a le gros d'un côté et le filiforme de l'autre qui fait des conneries, donc ça marche. C'est la base du spectacle. Mais papa, si je m'occupe plus dans 2 ans, c'est justice. Les prisons sont faites pour ça. Après Le Distrait, le duo Blier-Richard récidivera dans 2 autres films, comme ici dans Je sais rien, mais je dirai tout. Sur les tournages, l'acteur a fait de son âge une force. Bernard Blier, il devient presque avec Pierre Richard ce que Louis Jouvet était avec lui quelques années avant. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est toujours de bons conseils, surtout un angoissé comme Pierre Richard qui se pose 1000 questions quand il fait un film. Bernard Blier est là, on peut lui faire confiance et ça va fonctionner à merveille. La petite Eugénie m'avait bien promis 3 poils de son cul pour me faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu, la petite Eugénie n'a plus de poils au cul. Et c'était mon partenaire idéal. Et quand je l'ai plus eu, il m'a manqué. Il m'a manqué de trouver ce joueur tranchant. Bernard Blier, qui craignait de ne plus tourner, a relancé sa carrière. Et parmi les jeunes réalisateurs qui vont faire appel à lui pour son expérience, il en est un qu'il connaît bien. Il s'agit de son propre fils, Bertrand, couronné en 1974 avec le succès des Valseuses. Ce 23 décembre 1979, les Blier, père et fils, assurent la promotion de leur récente collaboration. Bertrand Blier va nous parler du film Buffet froid, à ses côtés Gérard Depardieu, qui est à l'affiche de ce film. Notre ami Bernard Blier, qui est venu encourager son fils, c'est ça? Oh non, Non, je suis venu parce que j'aime bien être avec mes petits camarades. Oui, mais enfin, on n'a pas souvent l'occasion de vous voir avec votre fils sur les plateaux de télévision. C'est assez rare, oui. Oui. Vous êtes content de lui? Oui, je suis très fier. Mon père était toujours assez dithyrambique à mon endroit, quand il parlait de moi, particulièrement en public, ce qui me gênait beaucoup. Je crois qu'il y avait une admiration réciproque entre le père et le fils, et en même temps une pudeur. C'est des hommes assez pudiques. Bernard Blier, vous avez dit, quand vous avez tourné ce film, je reconnais un grand auteur quand j'en vois un, et pour moi, Bertrand est un grand auteur. C'est un auteur total, c'est un auteur complet, je vois pas pourquoi je me gratterais pour dire que mon fils a beaucoup de talent. Bien sûr, oui. Mais c'est un auteur que les acteurs aiment jouer. J'espère que mes camarades sont de mon avis, d'ailleurs, ils ont intérêt. Bernard se disait « je suis une poule et j'ai accouché d'un œuf carré ». Il était très très étonné d'avoir pondu un gars comme ça. Je pense, hein, si torturé, tellement anxieux, tellement original. Et alors, ce qu'il adorait chez Bertrand, c'était ce qu'il avait en lui, c'était l'amour de la provocation. Il sort un petit peu du chemin du cinéma français des années 70. C'est un auteur au vitriol, Bertrand. Dans Buffet froid, il y a des répliques que vous mettez à la bouche de votre père. Je voudrais savoir si ça correspond à la réalité. Il n'aime pas la campagne, et pas la musique. Est-ce que ça correspond au goût de votre père? Oh bah, il peut être comme ça, si. Oui. C'est agréable. Il est de mauvaise humeur. Il peut être comme ça. À ce moment-là, rien ne sera agréable. Oui. Mais c'est un jeu entre nous, d'être contre tout au départ. Ça nous a toujours fait rire. Et ce jeu perdure depuis plus de 30 ans. Les tournages ont succédé aux répétitions dans le bureau du père. Et c'est à lui que le jeune réalisateur a pensé spontanément pour Buffet froid. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit « Tu sais, je suis en train d'écrire un scénario et tu as un très beau rôle. »« Ah, enfin !» Il m'a dit. Bon, 1 heure après, il avait lu, il m'a téléphoné en me disant « C'est fantastique, on va le faire. » Il a écrit pour son père.
Il a emprunté évidemment aux accès de colère de son père, la mauvaise humeur, la mauvaise foi, le côté ronchon. Dans ce polar teinté d'humour noir, Bernard Blier joue un policier embarqué dans les aventures de deux assassins, interprétés par Jean Carmet et par un jeune comédien, Gérard Depardieu, qui ne va pas hésiter à bousculer le patriarche. Quand il répétait, Bernard et Jean disaient leurs textes au rasoir et Gérard, parfois, annonnait. Parce qu'il ne le savait pas encore. Parfois, il ne se gênait pas pour lui dire que tu fais chier. Voilà, monsieur, il nous embête, quoi. Il y a eu des petits fritages parce que Gérard chahutait un peu le soir, etc. Enfin bon, mon père disait qu'il faudrait que Gérard arrête de picoler, ou un truc comme ça. C'était le bon élève qui n'hésitait pas à cafeter le cancre, quoi. Ce qui faisait beaucoup rire Bertrand. Ce conflit de génération hors plateau va également apparaître dans la scène finale du film. Une séquence périlleuse, tournée sur une barque, au milieu d'un lac de montagne. Il faut savoir que mon père ne savait pas nager et était aquaphobe. Je le fais monter, je lui tiens le bras pour qu'il monte dans la barque. Et en passant, il me dit à l'oreille, tu vas quand même pas buter ton père. Il y avait vraiment les miquettes. Il avait peur, mais la scène était très bonne. Il y a été. Enfin, il avait un âge où le choc thermique, ça existe. Hein. Dans un lac dont l'eau devait être à 400 degrés, c'était pas génial. C'est deux masses quand même. Hein. C'est une barque fragile. Il y a Depardieu qui est dans la barque, qui est quand même un gros mec. Quand il bouge, la barque, elle chavire presque. T'as vu, hein? T'as vu? Pas de bavure, c'est propre, c'est net. Tiens, recule un peu, là. Je vais essayer de récupérer mon couteau avant qu'il coule, ce con-là. Oh, mais t'en as plus besoin de ton couteau. Mais si, vas-y, je te dis, tiens, regarde, il commence à couler. Mon couteau! Mais tu t'en achèteras un autre de couteau. Mais non, ça sera pas pareil! Autour, il y a des hommes grenouilles qui sont 5 ou 6 hommes grenouilles qui sont sous l'eau pour intervenir. Gérard s'était mis debout, puis il faisait exprès de faire tanguer la barque. Allez, pousse-toi, je vais ramer, pousse-toi! Oh, oh! Je me souviens de Bertrand éclatant de rire, quoi. Bertrand éclatant de rire parce que Gérard faisait peur à son père. Si on est sérieux, on ne fait pas de cinéma. Si on dit « mon père ne sait pas nager, je ne vais pas le mettre dans cette barque avec ce fou furieux qui bouge dans la barque », on ne le fait pas. Fais pas le con, je sais pas nager. Tu sais pas nager? Mais non. T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi? Parce que je vais te pousser. Mais non. Mais si. Voilà une bonne chose de faite. On commence à y voir plus clair. La symbolique est impressionnante, bien sûr. Parce qu'on le fout à la flotte, quand même. C'est une doublure, d'accord, mais enfin, on le fout... On balance une doublure de Bernard Blier dans le lac. C'est pas innocent, moi, je trouve que c'est très freudien, quoi. C'est une façon de noyer son père. À sa sortie, Buffet froid ne sera pas un grand succès public. Il aura eu le mérite de renforcer le lien entre un fils réalisateur et son père comédien. C'est un chemin qu'on parcourt, père et fils, ensemble, avec les aléas et tout ça, mais c'est très naturel. Cette filiation naturelle et épanouie contraste avec l'absence d'échange entretenu avec sa fille. En cette année 1981, cela fait plus de 10 ans qu'ils ne se sont plus parlé. Brigitte va tenter de renouer le dialogue avec son père, à l'occasion d'une tournée théâtrale, en Suisse. Je lui ai écrit pour lui dire que je voulais le revoir, qu'il était à Lausanne, que j'habitais à côté de Lausanne. Pas de réponse, j'ai cherché à lui téléphoner, on ne me l'a pas passé. J'ai dû acheter mon billet pour aller au théâtre. À la sortie du théâtre, on est allé au restaurant qui était à côté du théâtre avec les amis avec qui je vivais. Et là, il était 4 tables plus loin. Je me suis dit, non, d'une pipe, il ne m'a pas répondu, je vais y aller. Et j'ai été le trouver. Il ne me regarde pas. Il baisse la tête. C'est quand même spécial. Pourquoi? Et il m'a dit, je ne te connais pas. Et je suis repartie.
Et ça fait partie des choses qui sont toujours en travers. Mais je pense qu'il voulait vraiment rayer sa vie d'avant. Est-ce qu'il avait vraiment trop souffert avec ma mère? Et puis qu'il m'avait vraiment complètement occulté, mis dans le même panier que ma mère, et puis c'est tout, quoi. Je n'explique pas. Il n'y a rien à expliquer, là. Faut faire avec. Pour Bernard, je pense que Brigitte est un sujet tabou. Et il ne voulait pas m'en parler. D'ailleurs, il m'en a jamais parlé. Il m'en parlait toujours très, très gentiment. Très gentiment, il regrettait qu'elle n'ait pas été comédienne. À chaque fois, il me disait « Oh, elle aurait fait une fabuleuse Toinette ». Je sentais qu'il y avait en lui une blessure et qu'on pouvait lui faire très mal, parce que c'était quelqu'un de très sensible. Pourquoi, finalement, on sait si peu de choses de vous, Bernard Blier? C'est toujours cette fameuse pudeur? On sait tout ce qu'il y a à savoir. Non, 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 pas du tout. N'essayez pas de vous dissimuler. On sait ce qu'est l'acteur. Et on en est amené à se dire parfois que justement l'acteur, aux 1000 facettes, aux 1000 visages, aux 1000 rôles, cache complètement l'homme qui est dedans. Ah ben ça, l'homme, ça n'est pas la mission du comédien de le montrer. Il y a les moments de chagrin, il y a les angoisses, il y a les peurs, il y a tout ce qu'on peut imaginer, mais ça n'appartient pas au public, ça nous appartient à nous. Si un comédien a des problèmes personnels, le public en aucun cas ne doit le savoir. Dans les années 80, Bernard Blier est moins sollicité par le cinéma français. En revanche, on le retrouve souvent à l'affiche de films italiens. Il fait là-bas depuis la fin des années 50 une autre belle carrière devant les caméras des plus grands réalisateurs, parmi lesquels Luchino Visconti, Mario Monicelli et Ettore Scola. Parallèlement, Bernard Blier veut prendre le temps de vivre et d'avoir d'autres passions. L'une d'elles va d'ailleurs être révélée au grand public. Il m'a écrit une lettre étonnante. Il m'a écrit « Mon cher Michel, figurez-vous que je commets des chansons. » Déjà, la formulation m'a fait rire. Et il me dit « Venez donc les lire pour me dire ce que vous en pensez. » Il me sort un paquet de chansons épais comme ça. Et il me dit « Lisez-les. » Ah, je dis « Non. Non, Bernard, c'est vous qui allez me les lire. C'est pas pareil. » Et il commence la première chanson, la deuxième, la troisième, et c'était drôle, c'était émouvant, bien écrit, enfin c'était magnifique. Et il me dit « J'aimerais que vous les chantiez. » Je dis « Non, ça, moi, ça me va pas. Les chansons comme ça ne me vont pas. C'est vous qui devez les chanter. » Ah, il me dit « Ah non, non, ça c'est pas possible, c'est pour vous que je les ai écrites. Je veux pas me lancer dans la chanson à mon âge, j'ai l'air d'un vieux con, je veux pas. » Michel Sardou va pourtant proposer à l'acteur de chanter l'une de ses chansons en duo, dans une émission de télévision. À 71 ans, c'est la première fois que Bernard Blier accepte de dévoiler l'un de ses textes en public. Et là, je me rends compte qu'il a une peur affreuse. Ce géant-là, cet acteur exceptionnel, cet homme qui a tout fait, tout joué. D'un seul coup, je vois un enfant. L'envie me prend de faire le revenant. Au bout des pieds, tirer les gens. Et puis aussi, leur demander comment je m'appelle, pour rigoler. S'ils savent pas, pendant des heures, je cavalerai après leur sœur. Vous vous souviendrez de mon trépas, mais j'aimerais bien qu'on ne m'oublie pas. On aurait presque cru que c'était un testament. Hein. Dans les chansons, il a laissé sortir son ombre, sa part d'ombre, sa noirceur, son angoisse. C'est sûrement la peur de se confronter au moment où voilà, il faut partir. J'aimerais bien qu'on ne m'oublie pas. J'aimerais bien qu'on ne m'oublie pas. Ayez mon nom au bout de la langue. Ayez mon nom au bout de la langue.
Dès qu'il a fini, j'ai vu un soulagement formidable. Il était content de lui, il était content de nous. Ça m'a ému à un point incroyable. J'étais presque en larmes alors. Je me souviens très bien d'avoir souffert en voyant ça. On savait tous qu'il était malade, on savait tous quelle était sa maladie. Et donc voilà, c'est pas facile à vivre. Cette maladie qui porte une ombre sur le visage de Bernard Blier, c'est un cancer détecté 2 ans plus tôt. Il m'a toujours dit, si un jour j'ai une vacherie, je ne veux pas le savoir, je vais aller jusqu'au bout. Je vais tourner jusqu'au bout, mais je ne veux pas le savoir. On lui a caché un peu la vérité, mais en même temps, c'était pas un imbécile. Donc, il avait des douleurs, il souffrait. Il était soigné de traitements lourds. Quand on a des trucs comme ça, c'est pas la peine d'être un prix Nobel pour dire le diagnostic. Le comédien va donc décider d'affronter la maladie à sa façon, en faisant comme si elle n'existait pas et en jouant coûte que coûte. À l'été 1988, il retrouve son complice Pierre Richard sur le tournage du film Manche-Clou, dans des conditions très éprouvantes. C'est là que j'ai pu admirer son courage. En plus, on a tourné en Grèce. Il faisait 45 degrés. Je me souviens qu'il souffrait beaucoup déjà, et notamment de la chaleur. Même moi, on souffrait tous de cette chaleur. Et il n'a jamais bronché. Et le soir, on disait, tiens, on va manger dans tel ou tel restaurant. Il venait avec nous, et il bouffait comme 4. Il tenait la table, parce qu'il aimait bien raconter des histoires. Et je me disais, mais comment il fait? C'était un satané forcené d'acteur, quoi. Il n'arrivait pas à s'arrêter de travailler. Souvent, je lui disais, repose-toi un peu, surtout à la fin, quand il commençait à être fatigué. C'était son sang, c'était sa vie. S'arrêter, c'était un signe de défaite pour lui. En septembre 1988, au cours d'un tournage en Italie, Bernard Blier n'aura pas d'autre choix que de s'arrêter. Épuisé, il est rapatrié à Paris. L'acteur ne jouera plus. Je vais le voir et je vais l'embrasser. Et je lui dis comment ça va. Et il me dit, tu sais, je crois que je vais bientôt passer les piquets, ça veut dire... Voilà. À la fois, c'était une plaisanterie et en même temps, il ne plaisantait pas. Très lucide sur son état de santé, Bernard Blier va être réconforté par un événement. Le président de l'Académie des arts et techniques du cinéma lui propose de lui remettre un César pour honorer l'ensemble de sa carrière. C'était normal qu'il ait un César d'honneur. Mais la réponse de la famille, c'est pas possible. Il ne peut pas se déplacer, c'est trop dangereux. Il avait beaucoup maigri, il était bon. On lui parle, il dit je veux y aller. Lui, il voulait y aller parce qu'il voulait avoir son ovation. Il voulait avoir son César. Il en était très très touché et heureux, très fier de cette reconnaissance. Il n'était pas concevable qu'il n'y aille pas. Ce samedi 4 mars 1989, alors que Michel Serrault entre en scène pour lui remettre sa récompense, l'acteur, malade, est en coulisses. On est allé au Théâtre de l'Empire où il y avait une entrée de parking en dessous qui permettait d'arriver directement à côté de la scène. Là, fauteuil roulant, on le met dans un fauteuil et on l'emmène dans les coulisses derrière le rideau. Et moi, j'étais avec lui, je tenais le fauteuil. Quand il s'est levé pour aller sur scène, moi j'étais derrière, on se disait il ira jamais au bout, quoi. Quand il apparaît sur scène tout maigre dans son smoking, tout le monde comprend, quoi. C'est bouleversant cette image, cette carcasse et cette vie qui fout le camp.
Merci à vous tous. Je vous connais tous. Et je suis très heureux de vous dire que ce soir, je suis particulièrement ému. Quel courage il a eu aussi de venir dans l'état où il devait être, mais en même temps, quelle envie irrésistible de dire « j'existe ». Et le cinéma dit « oui, vous existez ». Moi aussi, je suis particulièrement ému. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis particulièrement ému. Alors, non. Mais ce soir, normalement, c'est moi qui dois être ému. Oui, mais moi aussi, je suis ému. Et pourquoi? Eh ben parce que je t'aime bien. On voit les larmes dans les yeux de Michel Serrault. Bien sûr qu'il y a une émotion, parce que Michel Serrault aussi, je ne sais pas ce qu'il pense à ce moment-là, mais il doit se dire mais pourquoi on lui remet maintenant? On n'a jamais reconnu, salué cet immense acteur. C'est quand même étrange d'être passé à ce point-là à côté de ce comédien. Maintenant, je me dirige vers toi pour te remettre ce César d'honneur. Et quel effet ça te fait de me remettre un César d'honneur? Ben, ça me trouble, je suis ému. C'est pour couronner l'œuvre de l'artiste. Oui. J'étais très en colère contre les Césars qui l'ont laissé passer toute sa carrière sans lui donner et qui, dans les derniers jours de sa vie, on peut le dire, s'est dépêché de lui remettre un prix, un César d'honneur. Il y a longtemps qu'il aurait dû avoir plus qu'un César d'honneur. Et après ça, on dit, après ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Après, ça n'a Ah plus oui, d'importance. oui, ça, une fois qu'on a ça... Une fois qu'on a le César. Une fois qu'on a le César, on peut écrire et faire n'importe quelle connerie. Et on est honoré. Il n'y a plus de risque. Merci. Je me souviens de son visage un peu épanoui. Il avait été content, oui. Ça a dû lui faire un bien fou. Un dernier bien fou. Quelques jours plus tard, Bernard Blier est conduit à l'hôpital. Le cancer qui le terrasse depuis 4 ans ne laisse plus d'espoir de rémission. J'allais le voir tous les jours, mais en fait, c'était toujours des petits moments, un petit quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc il y a un embarras, on ne trouve pas les mots, on ne peut pas employer les bons mots, on est obligé de mentir. Il était tellement affaibli, il parlait presque plus. Hein. Il disait toujours qu'il m'aimait, que... Oui, il se rendait compte qu'il partait, là, qu'il était fichu. Parmi les dernières visites qu'il reçoit, il en est une, inattendue. C'était quand même mon père, quelque part, j'y tenais, vraiment, malgré tout ce qui s'est passé. Je pense que c'était très bien pour lui, qu'on ait pu se retrouver, qu'on ait pu se réconcilier. J'ai eu l'impression que presque qu'il pouvait partir en paix, quoi. Il a eu cette parole fatale et tout à fait véridique. Il m'a dit « Méfie-toi, Brigitte, il y a de plus en plus de cons. » Il a fait l'acteur jusqu'à la fin. Bernard Blier s'éteint le 29 mars 1989, à l'âge de 73 ans. 3 semaines seulement après sa dernière apparition publique. Je savais qu'il partirait avant moi, puisqu'on avait quand même 20 ans d'écart. Mais il a eu une belle... nous avons eu une belle vie ensemble, oui. Nous avons été très heureux. Il m'a tout appris, le goût des livres, le goût d'avoir de l'humour et de prendre la vie sérieusement mais en riant. Le goût de ne pas aimer trop les cons, pas trop aimer la politique, pas s'occuper trop de politique. Il m'a appris plein de trucs essentiels, que j'ai pas toujours suivis d'ailleurs, mais enfin... Ben voilà, vous avez eu un échantillonnage de ce que j'ai de mieux à l'heure actuelle en magasin. Je vous dis ce que j'ai de mieux parce que je suis évidemment comme les commerçants. Je ne vais pas mettre dans ma vitrine ce que j'aime le moins, non. Je vous ai montré les films que j'aime, les personnages qui me touchent et les choses auxquelles je suis sensible. Il y a de temps en temps des soucis, des préoccupations, mais il faut se cacher derrière les personnages.
qui sont inventés par les auteurs, pour nous, pour vous. Et c'est bien pratique de se cacher derrière quelque chose, derrière une grimace, derrière ça, derrière ça, derrière ça, derrière des choses qui ne nous appartiennent pas et qui ne nous ressemblent pas. Voilà. Bonsoir. Voilà pour ce portrait de Bernard Blier qui vient de nous donner une nouvelle fois la preuve que son talent de comédien lui avait été utile, indispensable même, pour dissimuler sa véritable personnalité. Nous aurons, je l'espère, levé un coin du voile sur sa nature profonde sans rien trahir de ce qui fait la magie et le mystère du cinéma. N'hésitez pas à voir ou revoir un bon Blier dans les jours à venir. Cela fait toujours beaucoup de bien. Merci à vous et à très bientôt.